Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Donc moi je suis Faznab, donc Brand and Marketing Manager à Datex School et je suis accompagnée d'Anaïs qui est développeuse et encadrante à Datex School, qui a donc gentiment accepté de nous partager, nous livrer son expérience aujourd'hui en tant que, développeuse, suite à une reconversion. Donc je suis ravie de vous présenter ce soir ce webinaire sur la reconversion et le syndrome de l'imposteur et on va commencer. Ok. Vas-y. Vas-y. N'hésitez pas à couper Si tu continues comme ça. N'hésitez pas à couper vos micros, si vous ne prenez pas la parole. Donc comme je le disais, on va commencer avec une, brève présentation d'Adatech School et on poursuivra tout de suite après avec la présentation d'Anaïs. Donc, Adatech School, très rapidement, donc c'est, la première école d'informatique, féministe et inclusive qui forme au métier de développeur et développeuse en 21 mois. Et donc c'est une école, qui est accessible sans prérequis techniques ni prérequis de diplôme. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin de savoir coder pour rejoindre la formation. Donc ça on apprend tout lors de la formation. On propose une pédagogie qui est alternative, donc on offre à l'opportunité à toutes et à tous donc d'intégrer le monde de la tech et cette pédagogie alternative, elle repose principalement sur 4 piliers. Et donc ces 4 piliers, c'est, donc l'apprentissage par la pratique. Donc on apprend en faisant, notamment avec, des projets de groupe. L'un des autres piliers, ça va être aussi la création d'un espace bienveillant dans lequel on se sent donc, libre d'apprendre et également libre de faire des erreurs. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous le safe place. L'autre pilier d'ADA, donc c'est la personnalisation de la formation. Donc nous, on a une formation qui va s'adapter au niveau, de chacun et chacune et au style d'apprentissage de chacun. Et l'autre point, c'est la préparation à la vie professionnelle. Donc, ADA, c'est une formation qui est professionnalisante et dont le but est de préparer au métier de dev, donc à l'issue de ces 21 mois. En quelques chiffres, ADA, c'est, 6 ans de recherche en pédagogie. C'est donc, 3 campus, donc un à Paris, un à Nantes et un à Lyon. Et on comptabilise donc 350 apprenantes formées, dont 70 de femmes et on précise ce chiffre parce qu'il est assez rare pour être souligné dans les écoles d'informatique. Généralement, on comptabilise plutôt autour de, 10 de femmes dans les écoles d'informatique. Donc on en est plutôt fiers et à date, donc on a 3 rentrées par an. Donc, une rentrée en janvier, une en mai et une au mois d'octobre. Et pour celles et ceux que ça intéresse, donc, on a la rentrée, de mai, enfin la rentrée il reste encore quelques places pour la rentrée de mai qui aura lieu le 27 mai, il me semble. Donc on a 80 de CDI à la sortie et on comptabilise, plus de 70 entreprises partenaires. Entreprises partenaires, donc c'est des entreprises avec lesquelles on avance vraiment, main dans la main. Donc c'est des entreprises qui proposent notamment des offres d'alternance, mais aussi des masterclass, des simulations d'entretien ou encore, des bourses et qui permettent ainsi le financement, parfois intégral, des formations, de nos apprenants et apprenantes. Alors concernant l'organisation de la formation, donc la formation, comme je le disais, elle est en 21 mois. Donc elle comprend 9 mois de formation à temps plein, ces 9 mois, ils vont permettre aux apprenants et apprenantes d'apprendre les fondamentaux de la programmation et c'est suivi de 12 mois en alternance avec notamment donc 4 jours en entreprise et 1 jour à l'école, et donc ce jour, c'est le vendredi. Et ces 12 mois en alternance, ça va notamment permettre à l'apprenant donc, de consolider ses acquis et de se projeter dans la vie de développeur pour pouvoir à l'issue de la formation donc, exercer, ce métier. Donc, ADA, comme je le disais, donc c'est une formation qui est sélective, enfin qui est inclusive, mais qui est aussi, sélective. Donc, on a un processus d'inscription qui est en 3 étapes. Donc un questionnaire de motivation, heu, oui, un questionnaire de motivation, un entretien et si les 2 sont positifs, donc la personne est admise. Et comme je disais, donc il y a pas de prérequis techniques. En revanche, les critères de sélection, ils reposent sur les soft skills. Nous, ce qu'on va regarder principalement, c'est, l'autonomie, c'est la motivation, c'est le sens du collectif et c'est la cohérence du projet professionnel. C'est l'adhésion aussi aux valeurs de l'école, mais voilà, comme je le disais, donc pas besoin de savoir coder. Tout ça, c'est vu pendant la formation et maintenant, on va laisser la place au webinaire.
Et c'est parti. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous, Anaïs, comme je le disais, qui est, développeuse et encadrante à Datech School et qui aura l'occasion de se présenter et de présenter son parcours, qui j'espère sera inspirant pour vous. Et pour vous donner un petit peu de contexte sur, le pourquoi de ce webinaire, en fait, l'idée, elle nous est venue car on a remarqué que, chez, certaines de nos apprenantes ou certaines de nos candidates, qu'il y a une réticence à se lancer, notamment à se reconvertir, par peur de ne pas se sentir, légitime et ça, c'est une peur que ressentent, notamment beaucoup de femmes. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer que c'est possible et que le syndrome de l'imposteur, ne doit pas être un frein à votre éventuelle, reconversion. Voilà, je vais te laisser te présenter Anaïs. Encore merci d'être présente parmi nous ce soir et est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus sur toi, te présenter et nous présenter ton parcours? Ouais. Et ben, du coup, bonsoir à toutes et à tous. Du coup, je suis Anaïs, j'ai 33 ans. Je suis développeuse depuis, ça va faire 6 ans à peu près, et je suis, issue du coup de la reconversion. À la base, j'ai passé un BEP dans l'équitation, donc je peux donner des cours de poney jusqu'au galop 4 si vous voulez. Suite à mon BEP, j'ai également passé un CAP dans la petite enfance, donc je peux aussi travailler en crèche et en école maternelle. Je me suis rapidement rendu compte que les enfants, c'était pas fait pour moi. Du coup, là, à ce moment-là, j'ai enchaîné plutôt des jobs, dits alimentaires, où il y a pas vraiment besoin d'avoir un diplôme, pour y accéder, que ce soit caissière, réceptionniste en hôtellerie, femme de ménage, heu et ça pendant, plusieurs années. Heu, Jusqu'au jour où en fait, j'ai eu envie, non pas de changer de métier, mais d'avoir un métier. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'avais ce truc de dire: «J'ai un job, mais Mmh, j'ai pas un métier». Donc je cherche un métier OK. et le métier que j'ai trouvé, ben, c'était dev. Heu, J'avais un énorme atout dans ma poche qui était mon conjoint parce qu'il s'était reconverti 2 ans avant. Donc je savais que la reconversion, ça pouvait fonctionner. Heu, mais pour autant, j'étais pas sûre que ça pouvait fonctionner pour moi. Donc en fait, j'ai commencé à développer au début en me disant que ce que je faisais, c'était pas très professionnel, c'est juste pour jouer. OK, donc ouais, Voilà, pour la partie, avant d'être développeuse et après depuis que je suis développeuse, heu, je suis formée au développement web accessible pour rendre le numérique accessible à tous et toutes, peu importe le handicap. Je suis également certifiée Opquast, qui est une maîtrise en bonne qualité web, qui va prendre en compte des sujets comme la sécurité, l'accessibilité, heu, la gestion de projet également. OK, hyper intéressant et du coup, je savais pas que tu avais fait, des cours d'équitation, CEP petite enfance, enfin hyper, intéressant et tu avais fait des études pour ces métiers-là? Ouais, enfin, j'ai un BEP et un CAP, BEP équitation. Il a un nom un peu barbare, c'est soigneur aide animateur option activité hippique et un CAP petite enfance, classique. OK et donc tu t'es dit que le métier de développeuse potentiellement, enfin ça pouvait être, fait pour toi, et comme Il m'a fallu au moins 1 an avant de me dire que c'était fait pour moi quand même. OK et ça a été quoi ton déclic pour te dire que potentiellement c'était fait pour toi? Bah, en fait, moi, je me suis formée avec Open Classroom, donc du coup, j'ai suivi, en fait, les cours qu'il y avait en ligne. J'ai joué dessus pendant à peu près 1 an et au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, je vais aller passer des entretiens et pour voir ce que je vaux» et en fait, à l'issue des entretiens, on m'a proposé j'avais passé 2 entretiens. Une entreprise m'a proposé un CDI, une autre entreprise m'a proposé soit un CDI, soit une alternance et du coup, pour, me sécuriser, j'ai préféré prendre l'alternance que je n'ai pas finie. Je n'ai jamais passé mon diplôme de développeuse. Je n'ai pas de diplôme dans le dev Bah, hyper inspirant et pourtant tu exerces en tant que dev, depuis, depuis 6 ans. depuis 6 ans. Comme quoi, ouais, les diplômes ne comptent pas toujours forcément. Tout dépend dans le type d'entreprise dans lequel on souhaite travailler. Les grosses structures vont avoir un amour pour le diplôme et ça, peu importe le métier, en fait. Mais de plus petites structures, ils s'en fichent, ils veulent juste qu'on dev, en fait. Oui et ce sera plutôt vers les compétences, et Mmh. les soft skills, qui vont faire la différence. Oui, Et
Et pour toi, quels ont été les défis que tu as rencontrés lors de ta reconversion dans la tech et comment tu dirais que tu les as surmontés? Le premier défi, ça a été, d'être régulière dans ma formation. Quand j'ai commencé en fait, à la maison, au début je suivais les cours sur Open Classroom pendant une semaine, 2 semaines, puis après pendant un mois je faisais plus rien et du coup après il fallait que je reprenne depuis le début. Donc c'était hyper long et j'avais l'impression que j'arriverais jamais au bout. Hem et à un moment donné, en échangeant avec mon conjoint, il m'a dit: «Mais soit tu mets vraiment de l'effort pour obtenir, ce que tu veux, soit tu arrêtes et tu trouves autre chose». Et donc du coup, là, j'ai commencé à me concentrer, un peu plus sur ce que je faisais, mais j'avais pas, d'école avec moi parce qu'Open Classroom, je suivais les tutos, en ligne. Donc j'avais personne réellement pour me dire, de 9 heures à 17 heures, tu es à l'école, tu dois travailler sur tes projets. Ouais, il faut Donc vachement ça, de c'est discipline finalement, pour, ouais, oui, oui. Et je sais qu'aujourd'hui, peu importe la formation dans laquelle je partirai, j'aurai suffisamment de discipline pour rester concentrée parce que maintenant j'ai pris cette habitude-là. Mais il y a 6 ans, j'y étais pas du tout habituée à rester derrière mon écran toute une journée. ouais. Et finalement, tu as réussi à aller au bout, enfin, quand même au bout de ta formation avec le Open Classroom, donc hyper intéressant et est-ce qu'il y avait, d'autres défis, qui t'ont paru compliqués, soit pendant ta reconversion, soit au tout début de tes premières expériences? Au début, je me souviens que les premiers mois, ce qui m'impressionnait, ce qui me faisait peur quand je suis arrivée en fait, notamment en entreprise, c'est tout le lexique. Ouais, Enfin, il y avait plusieurs choses. Déjà, il y a la posture. Parce que je suis assez directe. Je j'ai pas forcément, la posture qu'on imagine d'une personne qui est cadre derrière son bureau, qui va porter un tailleur, par exemple. Ça, c'est pas moi. Heu, j'ai un franc-parler et donc déjà, ça pour moi, c'était extrêmement étonnant et bizarre quand je suis arrivée en entreprise de voir que, la posture, c'était pas du tout la même. Tout le lexique qui est employé dans le milieu de la tech que je ne connaissais pas, que ce soit de la gestion de projet ou purement dans le développement. Donc ça, c'était compliqué. Heu et il y avait d'autres choses, ça peut paraître très bête, mais par exemple, moi qui ai beaucoup travaillé en saison, je ne connaissais pas la notion de jour férié et de week-end. Donc déjà, j'ai OK. appris qu'en France, quand il y a des jours fériés et qu'on travaille derrière un bureau, on travaille pas. Et pareil pour le samedi, dimanche, on ne travaille pas. Donc c'était plein de petites choses comme ça qu'il a fallu, réapprendre ou apprendre. Bah oui, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même ça des gaps qui peuvent se créer entre certains jobs. C'est vrai que c'était pas le cas dans ton job dans la petite enfance, par exemple, ou dans l'équitation où là Dans l'équitation, on travaille avec du vivant, donc en fait, quand les chevaux sont malades, en pleine nuit, il faut y être. Les concours, ils ont lieu le week-end, donc il y a pas de week-end. Et après la petite enfance, j'ai uniquement passé, mes stages et j'ai jamais exercé, réellement. Et après dans les jobs alimentaires que j'avais fait, bien souvent, ils étaient en saison, en station de ski ou en bord de mer. Donc du coup, pendant la pleine saison, oui, le samedi, dimanche, il est inexistant et les jours fériés, c'est là où on travaille le plus, quoi. type d'activité finalement. Heu, OK, bah, finalement, c'était quand même une bonne chose, plutôt une bonne surprise, dans le métier de dev. Grave! Je crois que je travaillerai plus jamais de ma vie les jours fériés, les samedis, dimanches. J'ai appris à les aimer ces jours. Mais c'est vrai qu'il y a un point aussi sur lequel, tu es revenu qui est assez étonnant, c'est sur la posture. C'est vrai que sur le métier Mmh. de dev, on a tendance à penser que, finalement, c'est un métier, où les personnes on imagine un peu, tu sais, la posture, du geek, qui vient un petit peu comme il veut, limite, très décontracté. C'était pas forcément le cas? Ben, c'était décontracté et en même temps avec une certaine retenue parce que la plupart de mes collègues sortaient d'écoles d'ingé, OK, donc il y a plein d'écoles d'ingénieurs, en France, donc tout le monde sortait de ces écoles-là. Tout le monde était, rempli de diplômes OK. et moi j'avais rien. Enfin, j'ai même pas le bac, donc il y Ouais. avait énormément de choses que je ne connaissais pas et dans le contact avec les gens, c'était pas le même que quand je travaillais dans la restauration ou quand, j'étais femme de ménage. OK, non, mais hyper intéressant et comment justement tu as géré ces moments, de doute ou peut-être enfin et là aussi peut-être que tu as pu ressentir justement ce syndrome de l'imposteur face à des personnes qui pouvaient être, plus diplômées pour autant pas plus compétentes que toi et tu devais aussi donc montrer ta place et montrer ta légitimité. Enfin, comment tu as géré ces moments? Ben, au début, pour moi, tout le monde était, plus compétent, que moi. Ma première année où j'étais en alternance, je partais du principe que, j'étais alternante et qu'ils avaient plein de choses à m'apprendre. Je pense que j'ai joué de cette posture d'alternante pour faire ce que je voulais
et donc garder mon franc-parler. Et après petit à petit, au final, c'est quelque chose que j'ai voulu conserver et c'est quelque chose aujourd'hui dont je suis fière parce que je sais qu'au travail ou à la maison, je vais être exactement la même. Et donc oui, potentiellement, ça pourrait me porter préjudice, un jour dans une entreprise, mais je me dis: «C'est qu'on n'était pas fait pour travailler ensemble». OK. Et ça t'est déjà arrivé notamment enfin, de rencontrer des entreprises où tu t'es dit que ça le faisait pas du tout et un peu claquer la porte, Ouais, 2 fois. Et 2 fois je suis partie, c'était pas possible. ouais. Et c'est ce que tu recommanderais, enfin, potentiellement, enfin, quel serait ton conseil à des personnes qui seraient dans cette situation, qui arrivent dans une entreprise, qui ont pas forcément les codes, hem, enfin, peut-être avant de claquer la porte, enfin, s'il y a pas d'option, enfin, moi, je pense que c'est aussi une des solutions, mais peut-être qu'il y en a d'autres, et qu'il y a peut-être, des choses qu'on peut mettre en place pour essayer, Ben, pour moi, si les personnes, elles sont plutôt bonnes en communication avec les autres, ben, la première chose, ça va être de communiquer, que ce soit avec, un manager ou un responsable dans l'entreprise. Hem, moi, je suis très mauvaise. ouais. Je suis vraiment mauvaise. Je pense pas que ça se voit là pendant le webinaire, mais Mmh. je monte en pression directe et je suis originaire du sud de la France, donc je monte très vite, très fort. Je comprends et du coup, tu très direct et tu auras tendance à très vite dire les choses, mais ce qui peut être Ouais. aussi un atout dans la mesure où, tu vas pas laisser traîner oui, alors je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, c'est Badia. Alors Badia, je sais pas si tu souhaitais intervenir? Oui, bonjour. 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 Je sais pas si vous m'entendez. Oui, en fait, je voulais réagir par rapport à quand vous disiez que, vous vous sentiez pas légitime, par rapport à d'autres qui venaient d'écoles ingé. Mais est-ce que eux, ils vous faisaient sentir que vous étiez, «moins bonne» entre guillemets ou est-ce qu'ils ont accepté le fait que vous aviez pas le même niveau, mais que vous aviez pas de diplôme, comme eux? Alors, pendant mon alternance, personne ne me l'a fait ressentir, mais vraiment personne. C'était moi toute seule qui me D'accord. stigmatisait comme étant la fille sans diplôme, alors que les autres, pas du tout. Vraiment, j'ai jamais eu, de retour là-dessus. Par contre, le fait d'aller dans des événements, tech et d'échanger avec des devs, bah, qu'à la base je ne connais pas, que je rencontre sur ces événements-là et on parle technique, on réagit sur une conférence par exemple et là, plusieurs fois, les personnes en face de moi me disent: «Oui, mais de toute façon, on voit que toi tu es une vraie tech, vraiment parce que moi les reconvertis, je peux plus me les voir». Ah ouais, mais D'accord. gros, là tu es pas bien là, tu sais pas à qui tu parles. D'accord. OK. Donc ça arrive plusieurs fois donc est-ce que, les collègues avec qui j'ai travaillé étaient réellement bienveillants et pour eux il y avait pas une importance, sur le diplôme? Ou est-ce que c'était une facette? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même des choses que je peux entendre dans les conférences sur, certaines images sur les reconvertis. D'accord, OK. Très bien, merci beaucoup pour la réponse. Merci à toi pour ta question et est-ce que, le fait d'être une femme dans un milieu, d'hommes, au-delà du fait de pas être, diplômée, enfin, ça a apporté aussi une, difficulté supplémentaire dans ton intégration? Et comment toi, tu as réussi à trouver ta place? Alors déjà parce qu'au début, j'étais pas développeuse, j'étais développeur. OK. Déjà, je pense que si vous recherchez sur YouTube, il y a une vidéo de moi, quand j'étais, chez Open Classroom et heu et vous verrez la tête que je fais quand je dis que je suis développeuse. Il nous a fallu 20 minutes pour tourner cette séquence-là parce que j'arrivais pas à le dire. C'est vrai? Donc ah non, ça n'a pas de sens. OK. Donc déjà, il m'a fallu moi me déconstruire et accepter que j'étais une femme et que j'étais développeuse. Donc je pense que déjà ça m'a aidée sur, ma première année parce qu'au final, pour moi, que ce soit, féminisme ou la place de la femme dans le numérique, ça avait pas d'impact à mes yeux. Je voulais être considérée comme un homme. Ouais. Donc il m'a fallu un peu de temps avant de déconstruire, tout ça. Je pense qu'il y a 6 ans, j'étais aussi le token féminin dans une équipe tech. Ça, je pense que c'était valable aussi, il y a 6 ans Qu'est-ce que et c'est là, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme? je suis l'exception. Je suis l'exception et ça permet à l'entreprise de dire: «Bah, nous, on a des femmes dans l'entreprise, on a Anaïs». Ouais.
Ou alors, on n'est pas raciste, on a une personne de couleur. Ouais, On n'est carrément. pas validiste, on a une personne handicapée. Voilà, il y a plein de tokens dans toutes les boîtes de France aujourd'hui. Ouais. Et après, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, je le ressens moins. Enfin, aujourd'hui, je suis pleinement, développeuse et j'ai complètement accepté d'être une femme, dans ce secteur-là. Mais après, je travaille pour ADA, où on est dans un milieu bienveillant. Dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est également bienveillant. On est une entreprise où c'est majoritairement des femmes. Du coup, dans mon travail au quotidien, je ressens pas trop de décalage. C'est plutôt quand je vais dans des événements, tech. OK. Où là, tu es ramenée un peu à ta condition entre guillemets de femme, Oui, on est des petits mulots, en cage, hein, parce que vraiment sur, des événements de 1000 personnes, on va être, une dizaine de femmes. ouais. Ouais, mais complètement. C'est vrai que c'est ce qu'on disait un petit peu aussi avant de démarrer le webinaire et donc d'activer, c'est qu'il y a très peu de femmes dans ce secteur et qu'il y a aussi très peu de personnes racisées dans le monde de la tech et que souvent ces personnes-là, quand elles y sont, bah, c'est souvent donc des tokens. Donc, Oui, bon, beaucoup de boulot, mais c'est vrai que dans des espaces bienveillants, on a tendance à oublier qu'à l'extérieur, c'est pas toujours le cas. oui, moi j'appelle ça la vraie vie. Ouais, Je la suis dans vraie ma bulle et il y a la vraie vie. C'est ça et après l'idée, c'est qu'on œuvre aussi pour que la vraie vie devienne un peu comme la bulle et pour que les personnes soient de plus en plus déconstruites. C'est aussi pour ça, enfin, que c'est important de faire ces événements, d'avoir des rôles modèles, de montrer que c'est possible. Oui, ben, là pour le coup, enfin, pourquoi moi je suis rentrée, chez ADA? Parce que ça fait peu de temps du coup que je suis chez ADA, j'y suis depuis le mois d'octobre et en fait en septembre, j'ai un de mes collègues de boulot qui assiste à une conférence, qui est justement la place de la femme dans le numérique. Heu, il revient de la conférence et il me dit: «Anaïs, faut qu'on parle». Heu, il me dit: «Là, je viens de voir un truc lunaire». Heu, il me dit: «Là, il faut qu'on arrête tout de suite. Il peut pas y avoir que des Marie Curie, en fait, en France». Donc il me dit: «Tu prends tes mains et tu vas contacter des assos, des écoles et tu te proposes en rôle modèle». C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé plein de messages à plein d'écoles, à plein d'associations pour faire du bénévolat, pour être mentor, en fait, auprès de femmes et il y a uniquement Ada qui m'a répondu. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, je regrette pas. Mais, mais du coup, oui, sinon avant ça, je pense que ça me serait pas venu à l'idée, en fait, de postuler, en fait, pour être mentor parce que j'estimais que je n'avais pas assez de compétences pour pouvoir, épauler, d'autres personnes. Ouais. Et pour autant, enfin, finalement, c'est tout l'inverse qui se produit parce que, c'est vrai que quand on voit les apprenantes, qui nous citent ton parcours parce que ça les inspire, finalement, enfin, on voit que tu as très bien fait de prendre l'initiative d'être mentor Mais et je les aime d'amour, les apprenantes. bah, je crois que c'est réciproque. Et est-ce que tu peux nous partager, est-ce que selon toi, il y a des similitudes entre ton ancienne profession et l'informatique? Est-ce que selon toi, il y a des compétences qui sont transférables? Parce que, potentiellement dans ton métier, que ça soit quand tu faisais les saisons, que ça soit en tant que femme de ménage, que ça soit en tant que, personnel de la petite enfance, même si tu as pas exercé, est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent et aujourd'hui où tu te sens que, ça t'a permet d'exercer et d'être la personne que tu es aujourd'hui? Ouais, quand, je me compare, par rapport à des collègues, en fait, qui sortent, d'école d'ingé, parce qu'aujourd'hui, tous mes collègues sortent d'école d'ingé pratiquement, heu, mais ce que je vais remarquer, c'est au niveau du découpage, de mon organisation dans ma journée. Je pense que je vais arriver à faire, plusieurs petites tâches, alors qu'eux vont embarquer, des gros sujets, mais moi je vais arriver à découper parce que, en fait, en faisant des saisons, on a des horaires, qui sont pas toujours, à la suite. On va avoir des horaires en coupé, donc il faut avoir une journée, assez rythmée. Donc ça, je l'ai gardé, le fait d'avoir des journées rythmées. Ce qui m'a servi aussi, sur certains, projets plutôt, c'est ce que j'avais fait de façon opérationnelle. Par exemple, j'ai travaillé pour un logiciel où il y avait, du stock, de marchandises, mais en fait, quand j'ai travaillé dans des magasins, je gérais le stock, mais de façon physique et du coup, en fait, pour moi, c'était hyper logique de travailler là-dessus et de développer les fonctionnalités qui allaient là-dessus. Alors que mes collègues, pour eux, un stock physique, ils avaient aucune idée de ce que c'était. C'était pas concret. Donc ça, j'ai pu le garder, par la suite, ouais.
OK, hyper intéressant parce que c'est vrai que, enfin, souvent les personnes qui sont en reconversion ont l'impression qu'elles vont devoir repartir complètement de 0, et que du coup leur expérience précédente ne va pas forcément servir. Nous au contraire et tu le prouves très bien, on pense que, en fait, il y a toujours quelque chose qui peut être utile et on peut Ouais. capitaliser sur les expériences précédentes pour en faire une force. Oui, ça peut être, l'organisation, la prise de notes, l'utilisation de certains outils, heu, vraiment, ça peut être vraiment plein, plein de choses. Ne serait-ce que, savoir se tenir, correctement sur une chaise de bureau, on peut l'avoir appris pendant des années, du coup on a un très bon maintien sur une chaise de bureau. Enfin, il y a toujours quelque chose que l'on peut garder, en fait, et il y a Ouais, souvent beaucoup de choses, en fait, que l'on peut garder. ouais, j'en suis convaincue. Est-ce que, Oui, pour moi, il faut surtout pas, en fait, tirer un trait sur ce qu'on a fait, parce que c'est aussi ce qui nous représente, en fait. Enfin, je sais pas, c'est aussi de cette façon-là que qu'on se définit. oui, Sans enfin, mon parcours avant d'être dev, bah, je serais peut-être jamais devenue dev, en fait. complètement, enfin, un peu assumer son parcours et Mmh, en faire une force. mmh. Ouais, complètement d'accord, et d'ailleurs, enfin, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez pas à nous les dire en live ou sinon vous nous posez vos questions à la fin. Mais ouais, hyper intéressant. Est-ce que toi, tu as aussi eu, des personnes qui t'ont aidé ou qui t'ont motivé dans ton parcours professionnel justement, qui ont pu être, comme tu l'es aujourd'hui, un rôle modèle? Ouais, il y en a plusieurs, hein. En vrai, il y en a souvent. Il m'a fallu longtemps avant d'identifier que c'était des rôles modèles, parce que j'appelais ça des amis, des copains, donc le premier, bah, ça a été mon conjoint, du coup. Heu, et il y a eu, la toute première dev avec qui, j'ai travaillé, où, pour moi c'était un ovni, une autre femme, développeuse. Donc ça, j'ai adoré travailler avec elle et voir que, bah, on pouvait, être des femmes, dans le numérique sans aucun problème. Et après là sur, plutôt ces 2 dernières années, c'est des femmes que vous pouvez retrouver où vous allez pouvoir retrouver leurs conférences, comme, Marcy Charleroi, vous avez Magali Milberg, je vais citer, encore Angie également. Heu, donc là, il y a plusieurs femmes en fait qui font énormément de conférences, par an et qui sont sur Nantes, Paris. Où là vraiment, je vois que, bah, elles assument encore, plus fort que moi et elles militent encore plus fort que moi et elles m'impressionnent. Trop, trop bien. Ouais, mais moi, c'est, enfin, hyper important, d'avoir, des rôles modèles et que ça continue de enfin, je pense que c'est hyper important pour inspirer et pour créer de la représentation et est-ce que tu pourras nous les partager? Peut-être qu'on pourra les envoyer aussi, aux personnes, donc il y aura le replay qui sera disponible, mais on enverra également un mail, à la fin de l'événement à chacun. Ouais, carrément. Toutes les ressources et les personnes, qui peuvent elles aussi vous inspirer. Est-ce que toi tu continues aussi à nourrir un peu ce réseau de personnes inspirantes, de rôles modèles, et à rencontrer des gens tout simplement? Oui, ça, oui. J'ai découvert une passion pour les événements, tech. Donc du coup, j'y vais, régulièrement, et je suis également bénévole dans une association, de dev qui s'appelle l'AFUP, l'Association française des utilisateurs et utilisatrices PHP, qui est un langage. Hem et quand j'ai commencé à dev, on me disait que le dev, c'était énormément de partage, tout était basé sur la communauté, heu et pendant, 4 ans, je me suis servie de la communauté et depuis 2 ans, je j'estime que c'est à mon tour de contribuer auprès de la communauté. Donc que ce soit en donnant des conférences, animer des tables rondes, participer au webinaire ce soir, aller dans des meet-up, sur Nantes. Ouais, je continue toujours, de me déplacer et de rencontrer du monde. Hyper inspirant. Trop bien et est-ce que, tu as des conseils que tu donnerais à celles et ceux qui envisagent une reconversion dans la tech, mais qui sont freinés par la peur de ne pas se sentir légitimes ou ne pas se sentir à leur place? Alors, j'ai ressorti une slide dont je me sers pour mes présentations parce que justement, il y a une citation que j'aime beaucoup dessus. «Les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui». Waouh! C'est Eleanor Roosevelt pour celles qui veulent, la référence. Ouais, en vrai, on n'a pas grand-chose à perdre que d'essayer.
pour moi, c'est un métier qui peut convenir. Je peux pas dire à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui vont vraiment pas aimer ce métier-là ou ce secteur-là. Mais en tout cas, il y a pas de prérequis à avoir. Il y a pas, faut pas être forte ou fort en maths. Non, vraiment, c'est si on aime ce secteur-là, on finit par y arriver et à trouver du travail dans ce secteur. OK. Ouais, parce que c'est aussi une peur, c'est est-ce qu'en tant que reconverti, on peut trouver enfin, est-ce qu'il y a toujours de la place? Est-ce que trouver du travail? Est-ce que Bah, c'est ça le montre aussi avec, les chiffres que tu as présentés, au tout début, en fait, sur, le pourcentage, en fait, d'apprenantes qui trouvent un CDI, à l'issue de la formation. C'est très loin, d'être déconnant et je suis pas sûre que dans tous les secteurs, on arrive, à un tel pourcentage à l'issue d'une formation. complètement? Donc pour moi, de la place, il y en a pour tout le monde, pour n'importe quel profil. Après, je sais que enfin, ça veut pas dire que c'est facile non plus. Souvent, on peut le voir un peu, sur les réseaux, mais oui, le métier de dev, vraiment c'est facile, en 2 mois je suis dev. Bon, je suis pas sûre, peut-être pas en 2 mois, Mmh. Ah mais oui, OK, avec 9 mois de présentiel, avec les encadrants, plus l'accompagnement après pour aider à trouver une alternance, plus les 1 an d'alternance. Enfin, moi, à partir du moment où une apprenante, elle est en alternante, son CDI, elle l'aura. Enfin, je vois pas pourquoi, ça échouerait, sauf si elle a choisi de changer de secteur, parce que ça ne lui plaisait pas, de secteur, de rechanger de métier. ah oui, de faire une reconversion encore une Oui, oui, c'est ouais, c'est pas exclu. ah, Ouais. moi, je me dis: «Pourquoi pas?» Enfin, je pense que je resterai pas dev, toute ma vie et je cherche encore mon prochain métier, mais je Trop ferai intéressant sûrement une énième reconversion. et peut-être que tu nous feras un webinaire à nouveau, pour nous parler, de ta prochaine reconversion. Peut-être. Est-ce que tu pourrais nous partager, une des réussites, que tu as enfin, ouais, un sentiment de réussite que tu as eu depuis que tu as commencé ta carrière, dans la tech et où tu t'es vraiment dit que: «Ah ouais, ça y est, là, je suis une vraie développeuse». Heu, il y a 2 choses. Bah, déjà, quand je vais dans des événements et que je discute avec, d'autres devs que je ne connais pas et qu'ils ne se rendent pas compte que je suis issue de la reconversion. Déjà là, grosse fierté quand même. Je me dis: «OK, je suis dev, je suis plus juste Anaïs, reconvertie» et c'était assez récemment, en échangeant avec, mes collègues de boulot où, je disais: «Ah bah ça, moi je pense que j'ai pas encore atteint, ce niveau-là, ça je pense que j'y suis pas encore». Heu et qu'eux m'ont dit: «Mais n'importe quoi, tu fais ça chez Ada toutes les semaines, donc bien sûr que tu as le niveau» et du coup c'était cool. C'était assez cool de voir que mes collègues avaient, vu et noté, les changements et les compétences que j'avais acquis, en quelques mois. Ouais. Bah, hyper intéressant et comme quoi, en fait, tu continues à ressentir un peu parfois ce syndrome de l'imposteur, mais finalement, tes collègues, les personnes autour de toi, bah, ont su un peu te rassurer ou en tout cas te montrer que, bah, finalement, ta réussite parle d'elle-même ou en tout cas ton travail Oui, parle de lui-même. je voulais pas briser le mythe, dès le début du webinaire, mais pour moi, le syndrome de l'imposteur, on le enfin, moi, je me dis: «J'apprends à vivre avec». J'ai pas de tips pour dire, «Non, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur» ou «Je ne l'aurai p» ou «Je ne l'ai plus» ou, mes 10 conseils pour ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Non, peut-être quelques conseils pour vivre avec, mais ouais, je l'ai toujours. Pour vous donner un exemple, qui est très récent, mais à 17:30, j'envoie un message à une de mes collègues pour dire: «Bon, ben, j'ai fini journée, je vais préparer le webinaire pour Ada, je vais relire mes notes» et quand elle m'a demandé le sujet, elle m'a dit: «Beh, parfait, pour te présenter, tu as besoin d'1 heure de préparation pour relire tes notes». Ouais, non, mais comme quoi et en gros, ouais, ce que je veux dire par là, c'est que enfin, ce syndrome de l'imposteur, il est là et il existera toujours et simplement de l'accepter. Et de se dire que, bah, potentiellement, Oui, c'est OK de le ressentir. Après, il faut pas non plus que ça soit bloquant et que ça empêche peut-être de passer à l'action, d'entreprendre de nouvelles choses. ouais, exactement. Faut apprendre à vivre avec. Oui, il y a des moments où je pense que j'ai pas les compétences. Oui, il y a des moments où je pense que je ne suis pas prête et puis, ben, on se jette à l'eau et on voit ce que ça donne Ouais. et puis au pire, j'ai raté un truc, pas très grave.
Mais au moins, tu auras Je pas le sauve pas des vies avec mon travail pour le moment, donc ça me va de rater quelques trucs. ouais, complètement. Et c'est vrai que en fait, l'idée, c'est vraiment ne pas hésiter à essayer. Il y a rien à perdre à ça. Et c'est vrai que pour avoir discuté avec, pas mal de personnes à Ada, c'est que le syndrome de l'imposteur, je le vois chez beaucoup et tout le temps et ce, quel que soit le niveau, que ça soit des personnes qui viennent d'arriver ou que ce soit des personnes ultra expérimentées. Le tout, c'est vraiment de ne pas se laisser, freiner par ça et du coup Oui. Oui, parce que au final, je me dis, enfin, même quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans d'expérience, si la personne, elle doit apprendre un nouveau langage, de programmation, ben, oui, la personne, elle sait qu'elle va pas être le ou la meilleure, sur ce nouveau langage, mais c'est pas grave. Elle va apprendre petit à petit, puis elle va monter en compétence sur ce langage et puis ça ira. Donc en fait, on a tous des craintes, mais faut arriver à vivre avec. Il faut surtout pas que ça nous bloque. C'est ça. Et je pense que c'est encore plus le cas dans des métiers, un peu comme les nôtres, que ce soit moi dans le marketing ou toi dans le métier de dev, où c'est des métiers qui évoluent hyper souvent, où Oui, oui, enfin, il est nécessaire de se former un peu en continu et il y aura forcément des moments d'inconfort, mais voilà, il faut pas hésiter, pour autant, à penser et c'est pour moi. oui, il faut essayer. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Anaïs. Peut-être, une dernière, question. Est-ce que tu penses selon toi que, une approche féministe, elle peut, contribuer à créer un environnement de travail, peut-être plus inclusif et équitable dans le domaine de la tech? Je pense. En fait, je suis un peu extrémiste, mais le numérique, à la base, c'était un secteur qui ne plaisait pas. Donc à partir du moment où un secteur ne plaît pas, c'est les femmes qui en héritent. Donc pendant longtemps, je veux dire, tout ce qui était, la tech, c'était un domaine de femmes. Jusqu'au jour où, on s'est rendu compte qu'avec la tech, on allait pouvoir gagner de l'argent. Donc à partir du moment où on peut gagner de l'argent, massivement des hommes blancs, arrivent et prennent ce secteur. Donc c'est ce qui s'est produit pour le secteur du numérique et les hommes pendant longtemps ont eu le monopole de ce secteur-là. Heu et en fait aujourd'hui j'estime que, ben, on n'a pas le choix en fait que de taper un peu du poing sur la table pour dire que, ben, non en fait on est là et notre cerveau fonctionne comme le vôtre ou même s'il fonctionne peut-être différemment, il est pas moins compétent. Donc moi j'estime qu'on n'a pas le choix. Non, mais hyper d'accord et d'ailleurs, enfin, c'est même parfois, je pense, nécessaire aussi d'avoir, bah, des femmes dans les équipes. On a d'ailleurs eu un événement, enfin un webinaire récemment sur, l'intelligence artificielle doit-elle être féministe? Et Mmh. heu et la raison pour laquelle c'est aussi nécessaire d'avoir des femmes qui développent enfin, certaines applications parce qu'il peut y avoir des biais sexistes ou plusieurs biais et que ça permet justement d'apporter peut-être plus de diversité dans les équipes et un point de vue différent. Donc, Oui. plus de diversité, plus on a de points de vue et plus on a quelque chose qui se rapproche un peu plus de la société dans laquelle on vit. Là, sur les liens que j'ai partagés, alors, il y a des profils LinkedIn et le site internet de l'une d'elles, mais sur le tout premier, celui de Emmanuela Boff, elle a fait notamment une conférence avec, une autre développeuse, heu, sur, l'IA et le handicap, pour montrer en fait, les biais que peuvent avoir, les IA, notamment sur le handicap. OK, super intéressant et ça, c'est quelle personne? C'est Emmanuela Boff, c'est le tout premier lien que j'ai partagé dans le chat. OK, trop bien. Hyper intéressant, enfin, j'irai regarder ça. Je vous invite aussi à regarder, mais on vous partagera les liens, dans le mail qui vous sera envoyé. Bah, merci beaucoup Anaïs, bah, pour ton parcours hyper inspirant. C'est vrai que, enfin, moi, je savais pas que tu avais eu autant de vie avant de rejoindre Ada. Donc, merci. Et je sais pas si parmi les participants, vous avez, des questions à poser, que ça soit donc par rapport au parcours d'Anaïs ou par rapport à votre propre parcours et aux questions que vous pouvez vous poser. Donc n'hésitez pas, on a encore une, petite dizaine de minutes, pour échanger, donc avec plaisir pour y répondre. Et et ça peut être des remarques aussi, si vous n'avez pas de questions. OK. Oui, Nadia.
peut-être? Oui, c'est encore moi. Quand Beh, en fait, c'est vrai que nous, les femmes, on a une «mauvaise réputation» entre guillemets, de se dire que quand on se retrouve entre nous, on est mauvaises et cetera et je voulais savoir justement dans ce domaine-là, est-ce qu'on est plus solidaires entre nous ou plus à se tirer dans les pattes, plus concurrentes, parce que ça me fait un peu peur, hein. Je suis OK. plus dans ouais, je suis plus dans la solidarité du coup, tu sans prétention aucune et du coup, je me dis, ouais, ouais, que, c'est et ça me fait un peu peur des fois de me dire que je vais me de retrouver qu'entre d'ouvrir nanas, la pla Ada et ailleurs et ça Voilà. il y a une énorme, énorme différence. Je alors je sais pas qui prend la parole en même temps. Oui. OK. Non, j'entendais un son derrière. oui, Mais moi aussi. Du coup, pour la notion, en fait, de soutien, sororité qui pourrait exister, dans les boîtes, numériques, bah, en fait, ça va dépendre des humaines avec qui, tu travailles. Parce que, D'accord. autant, oui, tu peux te retrouver avec une équipe, alors soit dans ton équipe, soit au sein de l'entreprise, il y a des femmes et donc du coup, il y a une espèce de sororité qui se met en place, dans l'entreprise, ou alors même elle est déjà installée dans l'entreprise et elle est, comment je pourrais dire? Organisée avec, Mmh des mh. réunions exprès et cetera. Ça peut arriver, notamment l'entreprise, Chodo qui met ça en place. Hem Et après sinon, vraiment ça va dépendre des humaines. Pour être honnête, tu m'aurais rencontrée il y a 6 ans, tu m'aurais parlé de soutien entre femmes, bah, j'aurais rigolé, j'aurais dit: «Mais de quoi tu me parles?» Vu que je ne D'accord. me considérais pas comme une développeuse, mais comme un développeur. Donc je me dis: «Ça, c'était la moi d'il y a 6 ans». Peut-être qu'il y a des femmes qui aujourd'hui pensent comme la moi d'il y a 6 ans. D'accord. Donc je me dis: mais c'est aussi à moi à les aider à se déconstruire, parce que moi, il y a eu plein de femmes sur mon parcours qui m'ont aidée et après tu dis que tu as peur, mais Enfin, tu sais, peur, c'est peut-être un grand mot, c'est, on travaille une avec un appréhension, ordinateur, ouais. hein, on travaille pas avec des armes, hein, on est derrière un clavier, tu vois? On est quand même dans un environnement, pas trop mal, hein. Non, mais enfin, quand je dis peur, c'est un grand mot, c'est plus une appréhension de se dire que voilà, je sais pas, comme, souvent on se dit que voilà, les femmes, elles sont très, compétitrices entre elles, que, elles peuvent, écraser l'une pour arriver au sommet, enfin pour, Moi, je voilà, l'ai je pas sais vécu. OK. et Mais quand tu pardon. Oui, quand tu dis que tu te considérais comme développeur, ça veut dire que c'était que dans ce domaine-là ou ça a toujours été? Parce que j'ai du mal en fait à comprendre, le fait Ah que, non, c'était que dans ce domaine-là, parce que les gens d'accord, avec qui je travaillais étaient développeurs et et du coup, je sais oui, j'avais l'impression que non, j'étais pas vraiment une femme. Pourtant je me définis comme femme, hein, je me définis comme femme, mais je ne me maquille pas, je ne me mets pas de vernis, je porte très rarement des jupes ou des robes, tout ce qui va être très stéréotype, féminin et donc à partir de là, j'étais: «OK, donc je suis pas une femme». Donc c'était d'accord, bizarre, mais ouais. il m'a fallu En du fait, temps avant de comprendre qui j'étais. c'est pas la lé en fait, c'est, comme si tu étais pas légitime, au pour être développeuse, mais plus Oui légitime pour être développeur. et puis je l'entendais pas, il y a 6 ans, développeuse. Oui, Je voyais que des développeurs, tous les articles de blog parlaient de développeurs, les conférences étaient animées par des développeurs. Donc il y a ça aussi, c'est qu'en fait j'avais pas d'image en fait, de développeuse, ou pas d'accord suffisamment. et juste une dernière question, après je laisse la place aux autres parce que je suis un peu bavarde, mais, c'est important d'aller dans des conférences, de voir heu, Alors les moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, d'accord. pour rencontrer du monde, parce que je suis comme toi, je suis bavarde et donc du coup, ça, c'était cool d'aller voir des gens et puis ça me permettait aussi, d'apprendre plein de choses parce que du coup, dans les conférences, on apprend énormément de choses. D'accord, Et puis ça construit notre réseau. Il y a une chose qui est assez importante quand même, je trouve, dans notre secteur, c'est le réseau. Et le réseau, il se construit de différentes façons, avec du présentiel lors des événements, également sur les réseaux sociaux. Hem, du coup, c'est important. Moi, je juge que pour moi, c'est important.
D'accord. Mais il y a d'autres personnes qui n'y vont jamais. Je te donne l'exemple de mon conjoint, il ne va jamais dans les événements Ouais, mais et ça pourtant arrive. il a un gros réseau. Ah c'est vrai, tu as raison, tu as raison. D'accord, bah, merci beaucoup en tout cas. De rien. Je crois qu'en parallèle des événements aussi, pour les personnes qui sont peut-être un peu plus introverties, il y a aussi les communautés en ligne, qui peuvent permettre aussi de se créer un réseau. Je sais qu'il y a pas mal de communautés sur Slack ou sur Discord, de dev. C'est peut-être moins interactif que la vraie vie, mais ça permet quand même de pouvoir échanger avec des pairs. Oui, bah, notamment j'ai partagé, le lien de Duchesse France, qui est une association, où en fait on a un Slack, donc c'est un outil de communication, qui est en non-mixité. Donc c'est une non-mixité, assumée. Tous les hommes ont été virés de ce canal-là, donc il n'y a plus que des femmes et ça regroupe, toutes les femmes qui travaillent dans le numérique, donc des développeuses, des chefs de projet, mais il y a des juristes, des RH. Il y a tous les métiers, chez les duchesses. J'ai vu qu'il y avait des questions, Dans dans le le chat, chat. ouais, complètement et il y avait, bah, déjà, on te remercie pour ton parcours, mais la première question, c'était: «Est-ce que tu peux donner des conseils, pour la formation autodidacte si on souhaite avoir quelques bases avant d'intégrer une formation?» Sois régulière, Mmh. donc un peu tous les jours. Vaut mieux 2 heures par jour, et prendre son week-end de repos, que de faire, 9 heures d'affilée pendant 2 semaines et puis après plus rien pendant un mois. Parce que notre cerveau, il sait pas encore assimiler toutes ces nouvelles choses. Donc la régularité, je pense que c'est la clé. Merci et est-ce que tu as vécu des périodes de découragement ou de blocage qui auraient remis en cause, ton choix de reconversion? Tellement de fois, mais tellement de fois. Il y a encore 2 ans, je me disais: J'arrête, je suis pas faite pour ça». Donc ça m'est arrivé très souvent de vraiment me dire: «Stop, là, ça va trop loin, c'est pas ce que je veux», hem et ça me dure, 2 heures ou une soirée et puis le lendemain, je suis repartie et tout va très bien. Mais oui, il y a eu plein de moments où je me suis dit: «Je vais arrêter». Ça pouvait être lié à quoi, par exemple? C'était, je sais pas, une frustration parce que tu arrivais enfin, par rapport à un problème de compétences, par rapport à une remarque, Bah, ça pouvait être, oui, une fonctionnalité que je dois développer, et en fait, moi, je pensais pouvoir la réaliser, en une journée, par exemple. Au bout de 3 jours, j'ai toujours rien fait et je sais même pas par où la débuter. Et je me dis: «Non, mais c'est bon, là, faut que j'arrête, quoi». oui. Et en fait, juste en discutant avec un ou une collègue, bah, il me suffisait d'un petit truc pour me débloquer et Mmh. c'est bon, j'étais capable de la faire, quoi. C'est tout à fait Mais oui, normal de pas savoir par quel bout prendre les choses parfois et oui, complètement. OK. Mais du coup, ça a pas remis en cause ton choix de reconversion? Ça t'a pu faire douter un petit peu, mais Oui, je me suis posé la question si, j'arrêtais ou non. Mais après, c'est vrai que je suis assez OK avec le fait que je ne resterai pas dev toute ma vie, je pense. ouais, Enfin, je pense que je continuerai à évoluer et à avoir un autre métier. Je me dis: «J'ai 33 ans, la retraite est passée à 64 si je me trompe pas». tu encore un peu Donc de j'ai temps quand encore même. donc je me dis: «D'ici là, bah, j'aurais peut-être fait autre chose». Puis d'ici là, il y aura peut-être plus de numérique, je sais pas. Ça peut Je évoluer sais pas vers où on va donc pourquoi pas faire autre chose? complètement. Trop bien. On a, une autre, question donc de Fabienne, qui est en cours de formation accélérée en 8 mois pour valider un bac+2. Donc elle dit qu'elle voulait rejoindre ADA, mais habitant au nord de Lyon, ayant un enfant, c'était un peu loin, ce que je comprends. Alors je me suis Mmh. retrouvée en difficulté pour trouver un stage avec un si léger bagage. Qu'en pensez-vous? J'ai un background en comptabilité, contrôle de gestion, conseil et formation en ERP Sage, collaboratrice comptable en cabinet. Ça fait déjà pas mal donc je pense que tu as de quoi te sentir légitime. Collaboratrice comptable en cabinet d'expertise comptable. Quel est le profil recherché? Est-ce qu'avoir 51 ans est un frein? Il faut-il avoir uniquement un bac+5, même pour trouver un stage ou avoir un réseau? Non, pour moi, le bac +5,
Ouais, il peut peut-être servir pour atteindre certains niveaux de salaire dans certains types d'entreprises, notamment les grosses ESN, les entreprises de services du numérique, qui elles, en fait, ont des grilles en fonction des diplômes. Donc là, oui, ça peut jouer. Mais sinon dans la plupart, que ce soit, start-up, TPE, PME, vraiment, pas d'importance pour le diplôme. Ça, c'est pas un souci. Hem Et après, par rapport à l'âge, non plus. Enfin, je vais prendre l'exemple des Nantaises, chez Ada. Oh, si elle voit le replay que je me trompe sur son âge, elle va me tuer. Mais je crois qu'elle a plus de 40 ans. Je vais rester vague. Voilà. Qui vient d'avoir son alternance et c'est une des toutes premières de sa promo à avoir trouvé une alternance et elle a pas postulé, dans 40 entreprises, hein. Elle a, plutôt bien avancé surtout sur une techno, et elle a passé son entretien, technique et RH, tout s'est très bien passé et du coup, elle est prise pour son alternance. Donc même l'âge, pour moi, il rentre pas en ligne de compte. Ouais. Par exemple, dans ma boîte, quand on recrute, quand je regarde les CV, c'est vrai que je regarde jamais l'âge, mes collègues non plus. C'est vraiment pas un truc qu'on regarde. Heu, donc non, ça je pense pas. Après, heu, je sais que sur les formations en 8 mois et derrière avec un stage, il y a pas mal d'entreprises qui peuvent avoir des freins sur le fait, sur le fait de comprendre vraiment quel est, tout ce que vous avez appris en 8 mois. Parce que, si je compare avec, Ada, où elles ont vraiment 9 mois en présentiel, derrière c'est de l'alternance. Donc nous, on les prépare à suivre leur alternance. On les prépare pas à être dev. Donc c'est peut-être le fait que ce soit une formation sur 8 mois qui freine les entreprises, parce qu'ils savent derrière qu'il va falloir encore vous accompagner, pendant plusieurs mois avant d'être autonome, en fait. Voilà. Mmh. Ouais, Vous c'est vrai. m'entendez? Allô? Oui, on vous Oui, entend très bien. excusez-moi. En fait, j'ai ma fille qui me poursuit partout. Et j'arrive pas à vous parler. Et puis, plus elle voit que je veux vous parler, que c'est important, plus elle me suit. Bon, c'est pas grave. Oui, en fait, déjà, moi aussi, j'ai le syndrome de l'imposteur à la base. Et c'est vrai qu'effectivement, on nous demande de trouver un stage au bout de 4 mois. Et je me sens pas du tout en capacité de développer au bout de 4 mois et demi, quoi. Et, Mmh. et en fait, par rapport à mon âge, j'ai pas un réseau de développeurs autour de moi. Et en fait, le truc, c'est que vu que c'est une formation intensive, et ben, en fait, je rentre chez moi, je m'occupe de ma fille. Donc, en fait, je peux pas participer à des événements. Ouais. Donc, du coup, et ben, en fait, il y a pas de temps pour chercher un stage. Et puis, moi aussi, j'ai conscience, bah, voilà, que 8 mois, c'est pas suffisant. Mais surtout, surtout, en fait, si on n'a pas de stage, et ben, on peut pas faire de soutenance, on peut pas développer un projet, on peut rien faire, quoi. Mmh. Donc, Après, c'est vrai qu'au début, mon choix, c'était vraiment Ada. J'avais participé à 2 ou 3 webinaires et tout ça sur la présentation de l'école. Je trouvais ça super. Mais en fait, vu que je dois rentrer chez moi à 5h30, j'avais cette contrainte-là qui fait que c'était pas possible. Et en fait, maintenant, avec du recul, je me dis, bah, en fait, j'ai perdu du temps et en fait, j'aurais dû aller sur de l'alternance, sachant que c'est l'alternance à condition que les entreprises veuillent bien par rapport à l'âge, etc., quoi. Donc, après, tu vois, moi, quand, je vois, tout ce que tu as pu ouais, faire, ouais, avant, ouais. en Attends, fait, je vais mettre la moi caméra. d'instinct, je te dirais: «Mais ça, Attends. mets-le sur ton CV Ouais, et postule dans ce type d'entreprise, celle qui ouais, développe ce type de logiciel». ouais, Parce que tu as les compétences opérationnelles, tu les as utilisés, ces outils. Tu sais à ouais, quoi ils servent, tu sais comment les manipuler, tu connais les ouais, besoins utilisateurs et utilisatrices. Donc ouais, postule dans ce type d'agence ouais. ou, chez le client final, pour travailler dans ce type de secteur. Ouais, ouais, mais c'est ce que je me suis dit sur des éditeurs de logiciels ou, tu vois, ou les cabinets d'expertise comptable. Enfin, je te tutoie, Mmh, excuse-moi, ça permet de dire aucun souci. Je c'est plus tutoie très fluide. facilement donc C'est plus aucun fluide. souci. Tu sais, voilà. Et puis, c'est vrai que la compta, c'est en train d'être complètement révolutionné aussi. Il y a des nouveaux ERP, stylo doux, des choses comme ça. Je crois qu'il y en a un aussi, Pennylen, enfin voilà.
Tu vois? Et du coup, les comptables, bien sûr, il y en aura plus besoin, même en tant que conseil, quoi, bientôt. Oui, ben, et voilà, quoi. Et, Oui, et on je nous dit qu'il y m'étais aura plus de dev à cause des IA, on est encore Oui, je là, hein. sais. Ouais, mais bon, en même temps, mes collègues, il y en a, je trouvais qu'ils se débrouillaient super bien. Mais en même temps, je me suis rendu compte, en fait, ils se servaient des extensions, en fait, d'intelligence artificielle, en fait, hein. Donc, j'ai échappé le nom de l'extension, mais ça va. Et en fait, moi, je freinais, je voulais pas y aller, alors que je m'étais inscrite à une formation no-code et IA que du coup, j'ai reportée à distance. Parce que je m'étais dit, je fais quoi, quoi? En fait, est-ce qu'on fait de l'IA? Est-ce qu'on fait du développement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis dit, ben, peut-être qu'il faut comprendre et commencer par le développement, la technique. Et voilà, quoi. Mais Mais, du coup, oui, là, pour moi, perdu, là, en fait, du coup, je me dis, postule dans je des peux rien faire. entreprises qui Ouais, sont très proches de ton ancien secteur d'activité et comme ouais, ça, tu peux mettre en avant tes compétences, opérationnelles sur ces outils-là, ouais, c'est en ça, ouais. plus de ce que tu as En appris dans expertise métier, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. complètement. Et puis, connaissance des environnements dans lesquels j'ai travaillé, quoi, en fait. Tac. Badia, tu avais une question, Ouais, je crois que tu on as va la main. laisser Nadia. Merci. Je t'en prie. Oui, c'est encore Allez, moi. j'enlève le son. Du coup, en fait, pour les événements, où est-ce qu'on peut s'informer? Où est-ce qu'on peut trouver des dates, les lieux? Parce que moi, je suis pas du tout dans ce Heu, domaine-là, donc je saurais pas en fait par où. oui, bah, je peux envoyer un lien où il y a une personne qui, liste tous les événements en fait, à minima en Europe, donc tous les événements, tech, qui sont sur un repository GitHub. Je vais le trouver, je vais le mettre dans le chat, hem, en sachant que pour, tous les une grande majorité, si ce n'est tous les événements, il y a toujours, des tarifs, différents pour les personnes, soit si vous êtes étudiant, étudiante, demandeur ou demandeuse d'emploi, heu et il y en a aussi, beaucoup, il y a de la gratuité, sur les événements et notamment ça, c'est plutôt sur des meet-up D'accord. et les meet-up, ça, on les trouve sur le site Meetup, mais du coup, il faut chercher plutôt par langage de programmation. C'est de cette façon-là qu'on va les retrouver. Pour celles qui n'ont jamais vu un GitHub, donc c'est le lien que j'ai partagé, quand vous allez arriver dessus, en fait, faut descendre un petit peu et là, il y a la liste des événements, notamment en avril, un peu de partout là. Il y en a waouh, il y en a beaucoup. De Après, il y partager. aura ceux du mois de mai et cetera. Ne faites pas attention à ce qu'il y a dans les badges à côté de couleurs, juste vous pouvez cliquer sur, le nom de l'événement, heu, pour voir si ça vous intéresse, s'il est proche de chez vous, voilà On voit qu'il y a OK, beaucoup super. d'événements. Merci et beaucoup. s mais de rien et sinon en événement que moi j'affectionne et que je recommande, c'est le Paris Web. Donc pour celles qui vivent à Paris, je vous le recommande vraiment. Il a lieu fin septembre ou début octobre, chaque année. C'est une association qui l'organise. Et c'est un des événements où je m'amuse, le plus, que je trouve le plus inclusif, le plus respectueux et avec des sujets, assez variés, mais ou si vous n'êtes pas encore dev, avec des sujets qui vous seront plus abordables. Il y a de l'inclusivité, de l'éco-conception, de l'écologie, différents sujets sur le handicap, beaucoup d'ouverture d'esprit dans ce salon. Donc c'est plutôt l'événement que je vous recommande, si vous n'êtes pas encore dans le numérique. Et même quand vous y serez, vous pourrez y retourner. Et, et j'en profite aussi pour faire la transition. Et si vous souhaitez participer à des événements, Adatex School organise également des événements, donc ça, en présentiel et en physique. Et d'ailleurs, un des prochains événements qu'on va organiser pour les personnes, en tout cas, qui souhaitent s'initier au code et plus précisément au JavaScript, on organise donc un atelier la semaine prochaine pour apprendre à coder une œuvre d'art. Donc, je vous partage le lien dans le chat. Et de toute façon, on vous enverra aussi un mail avec, tous nos prochains événements si ça vous intéresse. On organise aussi souvent des webinaires comme ceux-là, donc ça peut être sur des sujets tech, mais ça peut aussi être sur des sujets liés à la reconversion. Ça peut être des sujets aussi liés, à la confiance en soi ou, enfin plusieurs, thématiques, enfin ou aussi à l'inclusion et autres. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre page, Eventbrite aussi.
S'il y a pas d'autres questions, bah, écoutez, merci. Merci à vous toutes, c'était un plaisir de vous avoir eues et merci pour vos questions. J'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à participer à nos prochains événements.